Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Entre Coachpreneurs et on va parler de l'UDICERTIF, c'est-à-dire du référentiel national de qualité pour notre rendez-vous de 10 heures du mardi matin. Alors, on en était au critère 2 du référentiel national de qualité sur la V9. Donc, comme d'habitude, hop, je vous partage mon écran. On le fait vraiment comme à la maison pour l'instant. Tut. Hop, je vous cache ici. Voilà. Alors, le critère 2, on va aller de l'indicateur 4 à l'indicateur 8 et je vais vous décrypter à ma façon ce critère. Alors, du coup, il va être en 2 parties, mais ça va être toujours dans la même logique. À savoir, il va y avoir une première partie, ça va être vraiment une réflexion commerciale de quelles prestations vous vendez à votre bénéficiaire. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est construction pédagogique, mais les 2 sont intimement liés et vous verrez qu'on va faire des clins d'œil à d'autres indicateurs qui arriveront dans le critère 3 qu'on verra la semaine prochaine ensemble. Donc, le premier indicateur du critère 2, c'est l'indicateur 4 qui s'affiche ici. Ici, c'est l'analyse du besoin du bénéficiaire. C'est bien écrit en gras, yep là, ici, en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Donc, si jamais vous avez une entreprise qui vous envoie ses salariés, eh bien, il faut que vous sachiez le besoin des salariés et pas forcément que de l'entreprise. Vous sauvez des vies de personnes qui n'ont pas envie d'aller en formation obligatoire auxquelles les entreprises nous envoient. Ça m'est arrivé sur l'un de mes postes salariés il y a quelques années. Alors, du coup, il y a un nota bene ici qui est assez intéressant, c'est qu'on met que le prestataire, à savoir vous-même, vous n'êtes pas responsable de l'analyse du besoin du bénéficiaire. Ça peut arriver que les entreprises refusent de vous donner accès à leurs salariés. Et également, vous allez voir ici qu'on n'a pas le fameux encadré sous-traitance de qu'est-ce qu'on fait quand on a un donneur d'ordre qui nous dit ah, l'analyse du besoin, c'est moi qui le fais, tu n'as juste à faire tes cours. Et bien, dans ces cas-là, hop, on le prend dans le nota bene et vous devez démontrer que vous tenez en compte dans la conception et l'exécution de la prestation du cahier des charges qui vous a été donné par soit l'entreprise, soit le financeur, ça peut être aussi dans le cadre des appels d'offres, soit quand vous avez un donneur d'ordre et que vous faites de la sous-traitance. Donc, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on met, Xaver, face à l'auditeur? Qu'est-ce qu'il attend? Bah, l'auditeur attend rien de spécifique autre que, attention, c'est écrit ici, le fait que dans l'analyse du besoin, on puisse identifier les personnes en situation de handicap. Nous, ça va nous donner des informations pour d'autres indicateurs, notamment l'indicateur 26 qui dit qu'en cas de situation de handicap, on doit vérifier la mise en place des besoins en compensation dont on parle là. Donc, si vous ne les identifiez pas lors de la contractualisation, ben, on ne peut pas savoir que l'indicateur 26 est applicable sur le dossier échantillonné. Donc ça, c'est ultra important. Alors, ensuite, vous avez des clins d'œil quand même également sur d'autres catégories, à savoir le CFA ou l'alternance d'ailleurs, où il est bien précisé que vous êtes en responsabilité lors de la contractualisation, vu que c'est une contractualisation tripartite, de vérifier ce qui va se passer en entreprise. Quelles sont les missions proposées en entreprise, que ça soit bien en lien avec le diplôme ou la certification visée. Et pour le bilan de compétences, alias le CBC, eh ben, c'est la co-construction du programme que vous mettez lors de l'analyse de votre besoin. Donc ensuite, quelles sont les questions à poser? Comment les poser? Je vous dirai libre à vous. En revanche, il va y avoir d'autres indicateurs qui vont impacter l'indicateur 4. À savoir que, et c'est là-dessus où je vous disais qu'on allait le faire en 2 parties. Dans le critère 2, on a un indicateur 8 qui est
mon indicateur de Discord en tant qu'auditrice parce que je ne sais jamais vraiment comment l'auditer correctement. J'avoue ma faiblesse sur le sujet. Mais là, on va parler purement commercial. À savoir que l'indicateur 8 vous dit, si vous avez mis des prérequis, à savoir l'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Donc ça, dans l'indicateur 1, nous, on a vu si vous mettiez des prérequis à l'entrée de la prestation, on vérifie que le bénéficiaire soit validé concernant les prérequis. Quoi qu'il arrive, s'il y a des prérequis, il faut faire ce qu'on appelle un test de positionnement pour savoir le niveau de départ. Ça, c'est obligatoire. Tous les auditeurs vont auditer de la même manière. Mes confrères, n'hésitez pas à me contredire si nécessaire. Je suis encore en évolution et je suis prête à être challengée tout le temps. En revanche, le débat est de dire « Ah oui, mais s'il n'y a pas de prérequis, on fait quoi de l'indicateur 8 ?» Donc, moi, ce que je vous conseille, quoi qu'il arrive uniquement dans une logique commerciale, c'est dans votre analyse de besoin, vous faites, quoi qu'il arrive, un test de positionnement uniquement pour pouvoir connaître le niveau de départ de vos apprenants et lors de l'analyse de votre besoin, pouvoir faire des propositions adaptées. À savoir, souhaitez-vous avoir une classe homogène de niveau? C'est le cas souvent pour les niveaux de langue, langue français, anglais, chinois, espagnol, etc., où on classifie souvent les bénéficiaires en niveau A, niveau B ou niveau C. Et puis après, il y a les numéros qu'on a dedans dans les notations internationales. En revanche, sur d'autres sujets, est-ce que vous voulez une classe hétérogène avec différents niveaux de connaissances ou homogène? Je vous donne un exemple où moi j'ai fait face à ce challenge-là. On a mis en place une action de formation parce que je voulais me former sur le sujet, sur la ISO 42001, et on a fait une classe où l'analyse de besoins a mis en avant que il y avait autant de qualiticiens que de profils du numérique qui voulaient se former sur cette ISO qui est dédiée à l'IA. Donc, ça a donné des niveaux très différents et ça a fait un enrichissement énorme pendant la formation de 2 jours. Merci Damien d'ailleurs de nous avoir formés. Si vous voulez ces coordonnées, je vous les donnerai si le sujet vous intéresse. Petit placement de produit uniquement parce que j'ai adoré la formation. Et là, la deuxième question, c'est de se dire, moi, en ce moment, j'ai j'ai plusieurs demandes sur la ISO 42001, mais c'est plus des profils tech et d'innovation qui viennent me contacter et qui n'ont aucune notion de qualité. Donc, c'est pour ça que la procédure de positionnement, là, je vous partage une expérience personnelle en tant que bénéficiaire d'une formation, c'est ultra important. Bien entendu, si vous dépendez de France Compétences avec un titre RNCP et RS, en tant qu'auditrice, j'adore, et c'est l'obligation, d'aller regarder ce que racontent les référentiels sur France Compétences. C'est quelque chose que j'ouvre systématiquement pour regarder la cohérence. Et vous allez voir, ça va impacter également les autres indicateurs. De même, dans votre analyse du besoin, et ça, on en parlera mardi prochain, n'hésitez pas à intégrer l'indicateur 10, à savoir quelles sont les adaptations que votre bénéficiaire souhaite avoir tout au long du programme, parce que ça peut arriver également, un manque de temps qui fait qu'on préfère une journée plutôt que 2 jours, ou une autre adaptation également, ça peut être « Bonjour, j'ai pas envie d'être formée dans la même salle que mon manager, s'il vous plaît, au vu du sujet confidentiel et étendu sur lequel on va être formé. » Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant à mettre dans l'analyse du besoin, même si, voilà, il n'y a pas d'obligation par rapport au référentiel. Et l'autre chose qui est également intéressant à mettre dans l'analyse du besoin, c'est où? C'est le 11, de savoir s'il y a des préférences concernant les évaluations. Est-ce qu'ils ont du temps pour le faire sur place? Est-ce qu'ils veulent le faire après? Bon, ça, c'est du bonus, c'est un avis commercial
très, très personnel de ma part. Le référentiel, il dit quoi? Il dit le 4, analyse du besoin, identification obligatoire de savoir si la personne est en situation de handicap, parce que cela va aller impacter l'audit sur l'indicateur 26. Et le 8, il vous dit s'il y a des prérequis, bah, c'est vous qui les déterminez, donc vous allez vérifier la chose. Et quoi qu'il arrive, uniquement dans une stratégie commerciale, faites un test de positionnement. Et en plus, Efficis School, vous n'aurez pas de soucis avec votre certificateur, quoi qu'il arrive. Regardez, on me demande si je suis toujours là. Regardez, je vais leur montrer. Il va falloir vraiment que je m'équipe, moi, en technologie, pour suivre l'appel. Hop. Donc, n'hésitez pas à follow la page. Nous allons investir pour pouvoir nous améliorer pour ces courtes vidéos. Alors, critère 2, toujours. Là, on va rentrer dans la conception pédagogique des prestations. Et pareil, ça va être lié au critère 3 sur certains indicateurs. Tout est relié, tout a du sens. C'est du bon sens, le référentiel national qualité. À savoir que le 5, on vous demande de définir les objectifs de façon opérationnelle et évaluable. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de mardi dernier, eh bien, figurez-vous qu'on va vérifier tout simplement les objectifs que vous avez mis dans l'indicateur 1, où on vous dit, voilà, déterminer les objectifs et communiquer là. Donc, quand on parle d'opérationnel et évaluable, généralement, les auditeurs, c'est qu'on utilise la taxonomie de Bloom où c'est sous verbe d'action. Et ici, l'auditeur va aller voir que pour chaque objectif, il y a une évaluation correspondante. Et de quoi je vous ai parlé il y a quelques secondes, je vous ai parlé de l'indicateur 11, qui sont les évaluations. Et bien, dans ces cas-là, on regardera la mise en œuvre de l'évaluation lors du 11. Donc, tout est lié. C'est pour ça que quand on échantillonne, on garde la même formation ou la même prestation, bilan de compétences, alternance ou VAE, tout au long du référentiel parce que tout est lié. C'est vous communiquez quelque chose, pas vous faites ce que vous communiquez et vous évaluez bien l'atteinte de chaque objectif. Bien entendu, vous dépendez de France Compétences, à savoir le titre RS ou RNCP, et dans ces cas-là, je prends le référentiel de France Compétences avec tous les objectifs qu'ils ont, je prends ce que vous communiquez et on va aller vérifier que ça matche bien et que j'ai à minimum l'ensemble des informations demandées. Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est que pour ceux qui font de la sous-traitance, c'est l'un des indicateurs, on en parle dans une autre vidéo, concernant l'échantillonnage où on dit, voilà, ça dépend de ce que donne le donneur d'ordre. Certains donneurs d'ordre vont vous demander de créer vous-même vos formations par rapport aux besoins qu'ils ont ou de proposer la formation que vous souhaiteriez proposer. Et d'autres vont vous donner les objectifs à respecter avec les évaluations que eux fournissent ou sinon, ils vont vous demander de vous-même créer les évaluations. Donc ça, c'est à voir et toujours intérêt commercial, négocier votre tarif en fonction du niveau d'exigence que vous donne votre donneur d'ordre. Hein. Alors, du coup, ici, obligation spécifique. C'est intéressant, ils vous mettent plusieurs choses. Première chose, c'est que pour tout ce qui est CFA alternance, les objectifs doivent être exprimés sous forme de compétences ou de capacités professionnelles à acquérir et ou pour la certification visée. Hein. Donc, c'est toujours sous forme d'action, mais on est vraiment orienté métier. Métier pour les compétences et capacités professionnelles, c'est souvent pour les RS. Hein. Ensuite, pour le bilan de compétences, les objectifs sont à co-définir avec votre bénéficiaire parce que chacun, pour un bilan de compétences, peut avoir des objectifs différents. Mais du coup, vous devez vraiment l'acter sur le document qui est, lui, réglementaire, qui est le document de synthèse lors de la phase préliminaire. Donc, la première phase du bilan de compétences.
Et bien entendu, ça doit être en lien avec le développement des compétences pour l'aider à s'orienter. Ensuite, on a la VAE. Et la VAE, alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est qu'on a des objectifs opérationnels et évaluables, et là, on vous met un tacle contractuel en disant que dans le contrat d'une prestation de validation d'acquis d'expérience, vous devez énoncer les engagements respectifs du bénéficiaire et de l'accompagnateur en bilan de compétences. Quel est le lien avec les objectifs? N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez prestataire, consultant ou même auditeur. Je serais bien intriguée de savoir pourquoi ils ont mis ça. Et bien entendu, je le dis depuis tout à l'heure, on regarde le RNCP et le RS. Là, j'ai un vide juridique où ça dépend des certificateurs. Vous n'avez pas le droit de faire moins de ce qui est exigé que France Compétences, mais si vous faites plus et que vous rajoutez des modules et que vous avez des modules optionnels en plus, eh bien, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, les modules optionnels ou les modules en plus obligatoires que vous mettez seront audités sur l'ensemble des indicateurs. Donc, le 5, on voit le début, ce que vous définissez avec les objectifs, la fin, comment vous les évaluez, et le 6, on va aller voir le milieu, à savoir le contenu. Et pareil, ici, en tant qu'auditrice, je peux aller échantillonner en disant, pour tel objectif, quel est le contenu associé? Bien entendu, toujours respecter vos grilles RNCP-RS chez France Compétences. Si je m'aperçois par échantillonnage, parce qu'on ne peut pas tout regarder, qu'il manque du contenu, ça entraîne une non-conformité. Et puis, allez, bonus, c'est précisé ici que quoi qu'il arrive, c'est une non-conformité majeure. Que ce soit partiel ou pas, voilà. C'est un seul trou dans la raquette. J'ai plusieurs de mes audités qui se reconnaîtront quand je dis ça. C'est une majeure, c'est cadeau. Merci le référentiel national qualité. Et bien entendu, là, il le précise, si vous avez des personnes en situation de handicap, dans ces cas-là, prendre en compte dès la conception de votre contenu de la situation de handicap. Alors, hop, regardez. On va s'amuser un peu. Est-ce qu'on se le fait à l'ancienne ou à la moderne? On va se faire les deux, tiens. On va mettre premier handicap en France. On va voir ce que Docteur Google nous donne. Quels sont les 4 principaux? Donc, moteur, mental, cognitif, psychique. OK, la préhistoire en France. Et on va mettre en 2025-2025. Voilà. Comme vous voyez, j'avais absolument pas préparé d'aller chercher ça. On va te mettre statistiques liste des handicaps en France. Ah, la répartition. Hop, ça m'a l'air pas mal. Les principaux handicaps. Hop là! Ça, je savais pas, vous voyez, c'est 5,2 millions de déficiences auditives. Je m'y attendais absolument pas. Souvent, ce qu'on me donne et ce que j'ai, surtout quand j'échange avec les différents collègues, la GFIP, tiens, ils sont bien la GFIP, c'est que c'est les 10 qui arrivent en premier. Le filet de l'emploi, tout ça, le paramètre, hop, actualiser. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et voilà. J'ai appris quelque chose. Apparemment, c'est plus tout ce qui est auditif qui revient en premier plus que les 10. Ça, c'est les Jeux olympiques. Voilà. Donc, oui, ce dont on parle souvent, c'est l'accessibilité au bâtiment. Donc, c'est tous les handicaps physiques qui sont pris. Nouvelle mode depuis plusieurs années maintenant, c'est l'accessibilité numérique qui est aussi intéressante. Et si on prend, allez, OpenAI, hop,
Quel est hop, non, je ne veux pas compléter, mais le premier type de handicap en France en 2025? Parce que les chiffres 2026, on les a pas encore. Et voilà, et là, ils vous mettent 80 des handicaps sont invisibles. Mais ils parlent pas des 10, donc c'est intéressant à savoir. Parce que pour les 10, du coup, bah, vous avez des formations pour, adapter, vraiment, le contenu, la façon de présenter vos slides également pour faciliter la lecture. C'est plutôt sympa, et pour tout ce qui est auditif, bah, voir, ce que vous pouvez mettre en place pour ceux ayant des problèmes auditifs, notamment fournir les supports rédigés, en amont. Ça peut être une idée pour, des déficiences auditives, et puis si c'est complètement sourd, dans ces cas-là, voir pour les interprètes de langue des signes. Ensuite, le 7. Le 7, comme je vous ai dit, hop, on a, OF et CFA. Donc ici, c'est uniquement pour les alternances. Et ben, là aussi, c'est un grand mystère pour moi, parce qu'ici, on vous met dans le 6 que le contenu doit être cohérent au RNCP et RS, et ici, eh ben, on refait un zoom sur la chose. C'est-à-dire que là, on le fait ensemble, mais que le référentiel national qualité dit: «Bon, bah, vous devez vous assurer, vous, et avoir quelque chose qui vous permettent de vérifier que vous respectez l'adéquation du contenu par rapport à la certification visée. Il suffit pas seulement de faire, la démonstration, en live, comme on l'a fait, sur le 6. Donc ça, c'est, intéressant et important. Bien entendu, hop, on parle de nouveau des compétences et des évaluations de la certification visée. Et pour les sous-traitants, hop, c'est des missions confiées par le donneur d'ordre. Donc pareil, ça, bah, voyez dans le contrat, qui en est responsable, et si votre donneur d'ordre ne vous le dit pas, bah, demandez-lui. Par email de préférence, pour avoir une trace écrite, parce qu'à défaut, si l'auditrice ou l'auditeur n'a pas d'informations, l'indicateur 7 sera, impitoyablement, audité. C'est Moi, je trouve, en tant qu'auditrice, hein, je trouve bien d'un côté qu'on ait mis le 7, parce que ça me donne un peu plus de temps pour aller vraiment dans le détail, parce que l'air de rien, quand, il y a, de l'alternance, les contenus sont, costauds, quoi. C'est pas du RS où les contenus peuvent être costauds également, attention, c'est une valeur de jugement. Mais on va dire que la durée est moins longue. Un RNCP, c'est généralement minimum, plusieurs, mois, temps plein. Et bah, le 8, je vous en ai parlé, tout à l'heure, dans le cadre, de l'analyse. Donc, voilà, je vais arrêter mon partage, je vous reprends. Hop, vous êtes où? Voilà. Toutes mes excuses. Alors, j'espère que ces informations vous ont plu. Comme vous le voyez, en tant qu'auditrice, je regarde très peu les éléments de preuve associés qu'on a en suggestion dans le référentiel national qualité. Je veux pas avoir d'a priori, en fait, sur, la démonstration. Du moment que vous pouvez le démontrer avec quelque chose de constatable, c'est conforme. Alors, les petites anecdotes, qu'est-ce que j'ai eu en support, assez originaux? J'ai eu des vidéos où, l'analyse de besoins se faisait via un tour de table, ou des audios des tours de table également de l'analyse de besoins, et ou des tests de positionnement. Pas très pratique à échantillonner, mais conforme quand même, et super intéressant. Et en plus, ça permettait aux bénéficiaires d'avoir les replays. Donc, et ça, je l'ai vu sur plusieurs catégories, d'actions différentes. Donc, ça peut être des supports écrits, ça peut être du Word, ça peut être du mail, ça peut être, du diaporama, enfin, libre à vous. N'hésitez pas à utiliser également les nouvelles technologies pour, créer vos contenus.
Attention par contre, ça c'est ma déformation avec Entre Coachpreneurs, où on est spécialisé dans le numérique. Les contenus générés par IA. Les, organismes, vous êtes beaucoup à vous être formés, depuis, 1-2 ans, je vous dirais, sur le sujet, et ben, continuez parce que les informations fausses qui sont générées par IA, et ben, oui, il y a encore des hallucinations, il y a encore beaucoup d'erreurs. De même, j'ai l'un de mes confrères qui a fait un post il y a pas longtemps que j'ai repartagé sur, LinkedIn. Générer vos éléments de preuve par IA, l'IA peut se tromper. Bizarrement, dans IA, il y a intelligence artificielle. Le artificiel, ça fait des statistiques, ça fait des maths, des propas. C'est de la technologie, c'est censé ne pas faire de faute, c'est la logique arithmétique, sauf qu'il y a écrit intelligence. Et l'intelligence, c'est de l'humain, l'air de rien, et l'IA se plante comme les humains. Je vous donne par exemple la différenciation et la comparaison pour la création de contenu par rapport aux titres RNCP et RS, où les IA génératifs peuvent se tromper. Pareil pour les relectures. C'est là-dessus où je me dis que mon métier d'auditrice Calliope a encore quelques beaux jours devant eux, parce que la machine n'est pas en capacité d'avoir l'esprit d'analyse que nous avons en tant qu'humains aujourd'hui, même si c'est bien programmé, ça peut faire encore des erreurs et il faut avoir la supervision humaine et en plus avoir une ouverture d'esprit quand on est auditeur qui est très grande. Si vous êtes consultant, n'hésitez pas à mettre vos bons plans, vos astuces en commentaire et les interprétations que vous avez également de ce référentiel. Moi, j'adore l'échange de pratiques et puis si vous êtes en train de préparer votre audit à quelque niveau que ce soit, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Très bonne journée à vous et bonne semaine. À bientôt. Au revoir.